On continue à suivre les mêmes questionnements qu'on avait sur la partie sans lien à framework, qui était, on avait dit, premier, on se pose la question quelles sont les classes qui doivent être rendues persistantes. Deuxième, on se pose la question de l'entité. Troisième, on traite les associations. De nouveau, on va se poser la question de comment est-ce qu'on gère le mapping des associations pour que le framework comprenne que c'est des associations. Donc, ce qu'on se souvient, ce qu'on avait vu, c'est qu'une association peut être unie ou bidirectionnelle. Elle peut être de type 1-1, 1N, N1 ou MN. Et puis, on va devoir indiquer cette information, entre autres sur le côté uni ou bidirectionnel, parce que naturellement, JPA ne va pas être capable uniquement par le code Java de comprendre cette partie. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir taguer en rajoutant par exemple un @many2one sur la relation département qui est dans la classe employé pour dire que j'ai n employés pour un département. On avait vu que le développeur est en charge des deux bouts de l'association, c'est le cas dans JPA. Il y a un bout qui est dit propriétaire, l'autre non. Ça veut dire que dès que j'ai une relation qui est bidirectionnelle, pour éviter qu'elle soit vue comme deux associations unidirectionnelles, souvenez-vous du petit exemple homme-femme avec époux-épouse, si elle est bidirectionnelle, il va falloir le dire. Comment est-ce que je vais indiquer que je fais partie d'une relation bidirectionnelle en rajoutant un petit attribut map-by pour travailler cette partie-là. Donc, quand je vais mettre le map-by, ce que je vais indiquer dans le map-by, c'est je ne suis pas propriétaire de l'association, je fais partie d'une association bidirectionnelle et le propriétaire est de l'autre côté, c'est le rôle département qui est défini de l'autre côté. Donc, si je bascule un peu sur Eclipse pour essayer d'aussi rendre ça concret, j'ai ma classe personne. Allez, pour simplifier la vie, je vais la renommer employé pour avoir un truc qui ressemble au slide précédent. Et puis, je vais créer ma classe département. Dans ma classe département, comme d'habitude, il me faut dire que c'est une entité. Et puis derrière, il me faut des attributs, un ID, un nom. Jusque-là, tout va bien. Je vais générer les getters et les setters en disant oui, j'ai besoin des getters et des setters. Et puis, je vais rajouter mes annotations sur l'entité, @id, @generated_value, pour lui dire, OK, ça, c'est une annotation. Maintenant, je souhaite rajouter ma partie, un département à une collection d'employés. Donc ça, c'est mes employés. Et puis, pareil, je vais générer un getter et un setter sur celui-là. Je vais le mettre tout en bas. Je génère, j'ai mon getter et mon setter sur employé. Un employé, lui, je vais avoir envie de rajouter qu'il fait partie d'un département. Et donc, je vais générer aussi le getter et le setter de ce département. Jusque-là, tout va bien. Il va falloir maintenant indiquer que j'ai une relation many-to-one de mon employé vers mes départements. Et inversement, dans mon département, j'ai une relation one-to-many d'un côté et de l'autre. Donc, pour savoir si j'ai une many-to-one, one-to-many, one-to-one, etc., ayez toujours un petit schéma UML sous les yeux et dites-vous, la lecture, c'est toujours je pars de la classe vers le rôle. Et donc, est-ce que j'ai bien un département pour to many employés? C'est mon cas. Et de l'autre côté, j'ai bien many employés to one department. Ça.
Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer en base de données au niveau du schéma? J'ai pas mis de map by. Donc, par défaut, comme il n'y a pas de map by, il va considérer ça comme deux associations. Donc, je renettoie ma base de données, je redémarre. Quand je vais le lancer, alors je vais enlever l'erreur que j'avais mis tout à l'heure qui ne servait à rien. Quand je vais le lancer, il va créer, si je n'ai pas fait la table, donc si je vais voir mon schéma de base de données, je vais devoir me reconnecter parce que j'avais arrêté la base de données, donc je vais me reconnecter à ma base de données. Ce que je vais pouvoir observer, alors je suis désolé, c'est un peu petit, c'est qu'il a à la fois créé ma classe département, ma classe employé. Dans ma classe département, j'ai bien une clé étrangère pour pointer le département, mais je vois qu'il m'a rajouté une classe département employé, c'est-à-dire une classe association. Bah oui, parce que par défaut, comme ici, je n'ai pas mis la partie map by, et ben par défaut, il a considéré que c'était deux associations qui n'avaient rien à voir. Et donc, pour gérer ma collection d'employés depuis un département, il a créé une table association pour gérer cette partie-là. Ce qui est globalement pas ce que je voulais. Donc, moi, ce que je dois rajouter, c'est bien le map by pour dire cette relation-là fait partie d'une association bidirectionnelle. Et l'autre bout de l'association, il s'appelle D, c'est le nom de l'attribut D qui est dans la classe employé. Dans la classe employé, j'ai bien une méthode getD qui est un many-to-one. C'est pourquoi j'ai mis une partie D ici. Ce coup-ci, avec le map by, bah évidemment pareil. Si je repars de ma base de données, je la vide pour que ça aille vite. Je relance mon projet et je regarde, après m'être connecté à la base, je vois bien ce coup-ci que j'ai bien que mes deux tables, ma table département, ma table employé, et que j'ai uniquement une clé étrangère sur cette partie. Donc, si je reviens maintenant sur la partie présentation, donc ce map by, il est important dès que vous avez une relation bidirectionnelle. Et donc, prenez l'habitude, même si le framework vous permet d'aller vite, d'aller voir un petit peu ce qui est généré côté schéma de base de données pour voir si vous n'avez pas fait une erreur dans votre mapping, surtout au début. L'autre question qui va vouloir se poser, c'est ce qu'on avait vu sur le côté objet dépendant. Si à un moment, je rends persistant un département qui a des employés, est-ce qu'il faut rendre aussi persistant les employés qui sont liés? Si je détruis un département, est-ce que je détruis les employés? Bah ça, c'est une information qu'il va falloir rajouter aussi sur les associations en rajoutant une annotation de type cascade. Donc par défaut, si vous ne mettez pas cette annotation, JPA n'effectue aucune persistance, aucune suppression par transitivité. Il va vous lever des exceptions, par exemple en disant je ne peux pas rendre persistant cet objet parce qu'il est lié à un autre objet qui lui n'est pas rendu persistant, etc. Et donc si je veux préciser un point là-dessus, eh ben dans mon code, je vais me retrouver à dire par exemple, si je veux que dans le département, je, par exemple, rends automatiquement persistant les employés d'un département si le département est rendu persistant, bah, je vais rajouter une annotation, une partie dans mon annotation de ma relation qui sera cascade en lui disant celle-ci doit être rendue persistante. Je peux aussi lui dire, en fait, je veux que tu fasses un remove, c'est-à-dire que tu les rendes remove. Ça peut être un all, comme ça peut être un tableau où on va lui retourner par exemple le persiste, virgule, et puis le refresh, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir configurer simplement. Donc cet attribut cascade, on vient de le voir, il peut être spécifié en mettant persist, remove, refresh. Donc pour vous rappeler, persist, c'est si j'appelle un persist, est-ce que je rends persistant les autres? Si j'appelle un remove, est-ce que je retire aussi les objets liés? Le refresh, c'est si par hasard il y a une demande de refresh sur un objet, donc refresh, c'est vérifier que les données qui sont actuellement en mémoire
sont cohérentes par rapport aux données qui sont en base de données. Ce que j'appelle le refresh sur les objets qui sont liés. Le merge, c'est si j'ai un objet qui est détaché, je demande son merge. Si mon objet département est détaché, est-ce que quand je fais un merge, est-ce que je demande que les objets liés soient aussi détachés? Donc, l'exemple, je viens de vous le faire en direct. Les différents types d'associations qu'on a, on a des associations 1-1, qu'on met one-to-one, des associations 1N, N1, one-to-many, many-to-one. Dans une relation bidirectionnelle 1-1, j'ai le choix du côté où je mets le map by. Et ce choix veut dire que celui qui n'a pas le map by sera la table qui contiendra la clé étrangère. Il sera propriétaire de l'association. Dans le one-to-many, many-to-one, le map by est forcément côté one-to-many, parce que celui qui va avoir la clé étrangère, c'est forcément la table qui est côté many-to-one. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Et dans la partie many-to-many, par défaut, il va générer une table association. Il va générer une table association dont le nom est séparé par un underscore, et puis il va travailler de cette façon-là. Même chose, j'ai le choix du côté où je vais mettre le map by. Attention, on va pouvoir paramétrer le nom de la table association qui va être générée, et des fois c'est utile. Si vous avez deux associations NN entre deux classes identiques, et en fait, par défaut, JPA, il n'est pas très malin, il va se perdre, parce qu'il va générer deux fois la même table association pour stocker des relations qui n'ont rien à voir, il va être complètement perdu. Donc dans ce cas-là, on a tout intérêt, dans notre relation, à mettre un gen table pour avoir une table association qui reflète bien le nom de l'association correspondante. On peut aussi spécifier quand on crée la table association, les noms des colonnes de cette table association, des join colonnes et des inverse join colonnes qui vont être créées. Donc ça peut nous donner des choses un peu jolies comme ça, où sur notre relation many-to-many, on déclare qu'on souhaite que la table association créée, elle s'appelle AmpProject, et qu'elle ait deux colonnes, une colonne qui s'appelle Mat, une colonne qui s'appelle CodeProject, de l'autre côté. De l'autre côté, on met un many-to-many et on dit celle-ci est un map by par les projets, elle n'est pas propriétaire de l'association. Pour la récupération des associations, vous vous souvenez, s'était posé la question de est-ce qu'on récupère aussi les objets qui sont liés ou pas? Et où est-ce qu'on s'arrête? Le choix qui est fait, donc le risque c'était soit de créer trop d'objets et que ça aille pas assez vite, soit d'en créer pas assez, en fait que ça aille pas assez vite. Donc le choix qui est fait par JPA par défaut, c'est que toute cardinalité qui se finit par 1, on est en eager loading, on est en chargement immédiat. Toute cardinalité qui se finit par any, on va être en lazy loading. Mais en fait, on va pouvoir changer ce paramètre-là de nouveau dans nos associations en faisant en sorte de forcer le mode de récupération. Donc si je reviens là où j'en étais sur mon one-to-many, par défaut, il va être en chargement paresseux, puisque ça se termine par un many. Si je me dis, non, mais moi, dès que je récupère un département, je veux forcément les employés associés, je vais pouvoir le faire, en faisant un fetch, excusez-moi, et puis je vais pouvoir lui dire, non, mais là, tu me les récupères au plus tôt. Tu me les precharges, les employés, à chaque fois que tu fais un département. Donc ça, on va pouvoir le faire au niveau d'une association, mais on pourra le faire aussi évidemment au niveau d'une requête, parce que c'est très souvent au moment où on fait la requête qu'on sait si on a besoin à la fois des employés, des départements et des employés, ou pas forcément. Donc en fait, souvent, on laissera, dans beaucoup de cas, on ne le fera pas au niveau de l'association, ce côté chargement, cette décision chargement paresseux ou chargement au plus tôt, on laissera les valeurs par défaut, mais on le refera au moment où on va effectuer nos requêtes. On va le voir ça un peu plus tard. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu sur le chargement paresseux. Il y aura automatiquement création d'un proxy qui ne contiendra que la clé primaire et qui récupérera les éléments plus tard. Donc, le choix par défaut, dès que c'est une cardinalité dont le but est 1, c'est du chargement au plus tôt. Dès que c'est une cardinalité dont le type est lazy, c'est un chargement en mode paresseux. Et on peut évidemment changer cette partie-là. On peut aussi changer ça sur les attributs. Donc, je vous l'avais montré sur la partie lob. La partie lob et clob, etc., sur les gros objets, ça amène le framework à avoir une stratégie justement de chargement paresseux ou autre. Mais vous pouvez très bien aussi avoir cette même stratégie pour n'importe quel attribut.
Dans ce cas-là, en rajoutant juste le add basique et en travaillant sur cette façon-là. Donc, le mode de récupération des attributs, on a dit, peut être aussi reconfiguré. Et donc, voilà, on va le faire juste en mettant sa notation add basique. On l'utilise très souvent si on a une entité avec énormément d'attributs, parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient sauvées, mais en fait, la plupart du temps, dans notre application, on n'utilise que 4-5. Et ben, dans ce cas, les autres, on a tendance à les mettre en lazy loading de cette partie. Après, on le fait pas toujours.